Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous, et particulièrement à quelques membres de mon association que je reconnais sur les petites vidéos, ainsi qu'au professeur Verhelen Dumoulin qui nous suit depuis longtemps, depuis très longtemps d'ailleurs, depuis le début. Le début, c'était en 1988. Tout ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas, docteur? Euh, En fait, il faut préciser que l'association a été créée par des malades pour des malades. Il existait avant cela une autre association qui avait été créée par des médecins et qui était un peu qui était très sympa et qui était efficace. C'était pas trop le problème, mais ça se limitait un peu à euh, à l'organisation d'une Saint-Nicolas pour les enfants, et ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et donc, certaines personnes en interne à l'époque avaient voulu aller plus loin, et donc forcément ils n'avaient pas le temps, la femme du médecin non plus. Et donc finalement on a créé donc une autre association qui s'appelle donc l'association belge contre les maladies neuromusculaires. Alors les maladies neuromusculaires, il y en a plus de 200, ce sont toutes des maladies rares, et elles atteignent principalement soit le nerf, la jonction neuromusculaire ou le muscle en lui-même. Alors, donc l'association a été créée par des patients pour les patients. Il y a toujours à l'heure actuelle administré par des patients. Donc, pour être membre de l'association, il faut être concerné soit de soi-même, soit de la famille proche par une maladie neuromusculaire. Et donc, l'association est gérée par 5 personnes, dont 4 qui sont atteints eux-mêmes et qui se déplacent en fauteuil roulant électronique, et une maman d'un jeune maintenant qui est atteint d'amyotrophie spinale. Alors, au niveau de l'association, on a eu la chance au départ, finalement, de rassembler potentiellement 200 petites associations, parce que on aurait pu avoir l'association de Steinert, on aurait pu avoir l'association des Duchenne, on aurait pu avoir l'association des FSH, n'est-ce pas, Pierre-Paul? On aurait pu avoir l'association de 200 maladies différentes. Et heureusement, on a eu l'idée au départ de rassembler un peu toutes les maladies neuromusculaires, ce qui a permis ensemble d'être plus forts. Et la preuve qu'on a réussi, c'est qu'il y a, à ma connaissance, pas beaucoup d'autres associations qui s'occupent d'une maladie neuromusculaire. Et j'en parlais ce matin avec une personne qui est là aussi. C'est vrai qu'on s'occupait aussi par exemple, la myasthénie. Donc jusqu'à présent, on ne s'en occupait pas parce qu'il y avait une association qui existait en Flandre, mais depuis peu, on a décidé de recréer un groupe parce que dans l'association, il y a des groupes par rapport à certaines pathologies, parce que l'ensemble des pathologies neuromusculaires sont extrêmement différentes. Ça va de pathologies qui n'ont pas un impact très important dans la vie de tous les jours à, par exemple, la sclérose latérale amyotrophique, où la personne va perdre ses fonctions en général en 3 ans, et ça va ça va provoquer le décès de la personne. Donc on a une population très hétérogène, et donc forcément au sein de l'association, on a créé quelques groupes, ce qu'on appelle des groupes d'intérêt, et donc qui sont des groupes spécifiques à certaines maladies et qui peuvent communiquer ensemble sur leur maladie, mais donc qui font partie de la BMM. Donc ça a comme avantage pour eux qu'ils ne doivent pas créer une SBL et faire toute la gestion d'une SBL qui devient de plus en plus complexe, surtout quand on parle de RGPD, de CSA, de tout ce qu'on veut, de toutes les réglementations, de tous les contrôles qu'on peut avoir. Et donc, ça permet à ces gens-là de se rassembler sans forcément créer une association. Et aussi pour nous, quand on va négocier quelque chose, d'aller pour l'ensemble des malades neuromusculaires
et pas pour un petit groupe, par exemple, maladie de pompe, il y a une quarantaine de personnes en Belgique, ben, faire une association pour 40 personnes, c'est un peu compliqué. Et donc, ben, c'est l'avantage dès le départ d'avoir été ensemble. Alors, il faut dire aussi qu'on a deux associations, en fait, pour des raisons d'agrément fiscal. Donc, on a une association qui s'appelle ABMM, avec le logo qui est là, au-dessus, donc qui, elle, s'occupe principalement des malades, donc de défendre et de représenter les malades et de les aider, les orienter, etc. Et on a une autre association à côté qui s'appelle ABMM aussi, mais tiret aide à la recherche. Et comme son nom l'indique, nous récoltons des fonds pour aider la recherche sur les maladies neuromusculaires en Belgique, donc j'ai bien dit en Belgique, c'est-à-dire en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Et donc, nous avons un conseil scientifique dont le professeur Verhalen fait partie depuis toujours. Et donc, nous lançons un appel à projet régulièrement. Généralement, c'est toutes les années et demie, tous les 2 ans à peu près. Donc, nous lançons aux universités un appel d'offres. Les universités nous rentrent des demandes, des dossiers. Et donc, ces dossiers sont évalués par notre conseil scientifique qui, si je me rappelle bien, est composé de 11 personnes qui sont toutes des sommités, soit en génétique, soit en biologie, de médecins, qui sont ici aussi des centres de référence neuromusculaire. Et donc, ces dossiers sont évalués et puis sont classés en fonction des points. Donc, si un dossier récupère 3 fois la note 4, qui est la note la moins favorable, il est d'office éliminé. Donc, ça montre un peu le niveau d'exigence qu'on peut avoir. Et donc, après, en fonction des points obtenus, les projets sont subsidiés. Bah, celui qui a plus de points est subsidié en premier, et puis ainsi de suite, avec des budgets de 20 000 euros par projet. Donc, en général, par exemple, en 2019, on a pu financer 13 projets de recherche, donc pour un montant de 260 000 euros. Et forcément, en 2020, on a eu un peu plus de complications parce qu'on a une grosse opération qui est une vente de sachets de friandises pour la Saint-Nicolas. Et tout ça se fait grâce au réseau, au contact de l'un vers l'autre. Et donc, forcément, vous comprenez bien qu'en 2020, on n'a pas su organiser cette vente comme on le faisait d'habitude et que ça a eu un impact important sur notre rentrée d'argent. Mais donc, on espère que cette année-ci, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, qu'on pourra se récupérer l'année prochaine. Donc, ça, c'est au niveau de la recherche. Donc, au niveau de l'aide aux personnes, ben donc on fait une écoute téléphonique. On peut aussi aider les gens. Donc, on a un hangar juste en face de notre bureau. On a eu beaucoup de chance. On a pu louer un hangar de 200 mètres carrés qui est bourré de matériel qu'on peut prêter aux membres qui en ont besoin. Donc, quand je parle de matériel, ça veut dire des lits médicalisés, des lève-personnes, des fauteuils roulants manuels, confort, électrique ou électrique avec plein d'options. Donc, c'est des matériels qu'on récupère chez les gens qui n'en ont plus besoin ou qui malheureusement sont décédés, et le matériel est principalement utilisé dans le cadre de la SLA, donc la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie qui arrive relativement tard et qui évolue à une vitesse VV', et donc les délais de demande et de remboursement, etc. sont, pour les gens en général, ils sont déjà longs, mais pour quelqu'un qui a une espérance de vie de 3 ans, forcément, avec une évolution extrêmement rapide, tout ça ne fonctionne pas. Et donc, nous, on peut, grâce à ce matériel qu'on a à disposition, réagir presque dans l'heure. J'ai le souvenir d'une personne qui avait besoin d'un coussin anti-escar
pour son fauteuil roulant, elle a demandé à 10 heures du matin. Donc, on est basé à la Louvière. Elle a demandé à 10 heures du matin et à 14 heures, elle avait son coussin, parce qu'heureusement, on en avait un. Et donc, on a un transporteur qui habite aussi dans la rue. C'est une autre ASBL qui fait du transport et qui tombe bien à point. Et en plus, elle est vraiment en face de chez nous aussi, donc ils sont très, très disponibles. Alors, donc ça, c'est au niveau de l'aide matérielle. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on, depuis toujours, on essaye d'être là où les décisions se prennent. Et ça, c'est très important. C'est un rôle plus politique, mais pas au sens partisan du terme, au sens de participation à l'organisation de la cité, comme on dit. Donc, on essaie d'être présent là où les décisions se prennent. Et donc, on est très connu dans les cabinets ministériels et dans les couloirs, parce que c'est là que se prennent toutes les décisions. C'est pas dans le cabinet, c'est dans le couloir, bien souvent, à l'occasion d'un contact ou l'autre. Et donc, ça, c'est un rôle c'est vraiment du lobbying, hein, au sens noble du terme. Et donc, on est, par exemple, dans les conseils consultatifs au niveau wallon, et maintenant, depuis peu aussi au niveau national. On essaie d'être un peu partout. Moi, je suis aussi à la branche handicap au niveau de la VIC, même au niveau communal, etc. Donc, il faut vraiment essayer d'être là où les décisions se prennent. Et donc, avoir ses oreilles un peu partout. C'est pour ça que d'ailleurs que tout à l'heure, j'ai quitté la réunion, parce que je suis fort intéressé, évidemment, par l'émission d'RTL à 11 heures, qui est par rapport à la politique. Et donc, par rapport, par exemple, à la crise Covid, on a fort intervenu dans un premier temps parce qu'il y avait un risque, et malheureusement parfois plus qu'un risque, de discrimination des personnes fragiles par rapport à l'accès aux soins intensifs. Donc, on a beaucoup remué les choses, toujours en réseau. On essaye de ne pas travailler tout seul. Donc, on a des contacts avec d'autres associations. Ben, c'est pour ça qu'on fait aussi partie de RDB. D'ailleurs, on est on est membre fondateur d'ailleurs de RDB. Et donc, on essaie d'activer notre réseau. Et donc, ça c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Donc, le fait de faire partie pour la plupart d'entre vous de RDB et d'autres fédérations, c'est un levier qu'on peut activer facilement, qui finalement a beaucoup de puissance, parce qu'on peut avoir des objectifs communs. Donc, nous, on essaye d'être sur notre cœur de cible, comme on dit en marketing, qui sont les maladies neuromusculaires. Mais par exemple, pour tout ce qui est accessibilité, on a rejoint ce qu'on appelle le CAWAB, donc le collectif accessibilité Wallonie-Bruxelles. Et donc, on apporte notre spécificité et notre force aussi au sein de cette fédération d'associations. Par exemple, pour tout ce qui est intégration scolaire, on travaille avec Grandir Ensemble, qui est aussi une fédération d'associations de parents d'enfants handicapés. Et donc, on essaye vraiment d'être un peu partout et de travailler avec la LUS aussi, avec la SPH, avec Alteo, avec plein de gens. Et donc, on arrive alors à travailler ensemble et à faire des interpellations communes à plusieurs associations, ce qui a toujours un poids fort important. Alors, je reprends un peu mon... ouais, donc pour la récolte de fonds, on a donc un pôle de donateurs qui nous suivent depuis pas mal de temps. Et puis, donc, on organise un mini téléthon en Belgique, un téléthon sans télé, mais on y arrive quand même. Et donc, il y a une plateforme maintenant qu'on a mis en place qui s'appelle jesoutiens.be, et donc avec laquelle on peut récolter des dons via Internet. Alors, on sponsorise aussi une équipe de foot fauteuil. Donc, ce sont des jeunes ou même des moins jeunes qui font du foot en fauteuil roulant. Donc, il y a un équipement spécifique
et des règles spécifiques, mais donc des jeunes en fauteuil roulant électronique, avec des maladies parfois très graves, peuvent faire du football. On sponsorise aussi ce qu'on appelle Mio Music, c'est un groupe qui fait de la musique avec des personnes qui ont une maladie neuromusculaire. Donc, il y a forcément une perte de force. Et donc, par rapport aux instruments, il y a des gens qui faisaient, par exemple, de la guitare et qui ne peuvent plus en faire à cause de leur maladie. Et bien donc, avec le groupe Mio Music, ils ont pu reprendre de la musique soit en changeant d'instrument, soit par exemple en prenant des instruments électroniques, ce qui leur permet de faire de la guitare sans guitare, ce qui est plus facile avec un clavier par exemple. Alors donc on a les actions plutôt politiques, on est, comme je disais, dans pas mal d'instances. On a eu aussi l'occasion de faire 2 recours au Conseil d'État contre des règlements, enfin des arrêtés, un de la région wallonne qui concernait les aides matérielles et un autre aussi au niveau des aides matérielles pour la région de Bruxelles-Capitale. Et donc, par exemple, en ce qui concerne la région wallonne, on a réussi à faire supprimer l'arrêté aide matérielle de 2015 qui supprimait pas mal d'aides et qui introduisait aussi une part contributive. Donc, on n'était pas du tout d'accord avec ça. Donc, on s'est mis, encore une fois, avec d'autres associations, notamment l'association de Belges des paralysés, l'association de la sclérose en plaques et Parkinson. Et donc, on a gagné ce recours. Et donc, l'arrêté de 2015 a été purement et simplement supprimé. Ce qui est quand même une grande victoire pour une association. Alors, la dernière grande victoire qu'on a obtenue, en fait, il y a une des pathologies qui s'appelle les amyotrophies spinales. Et donc maintenant, la grande majorité de nos maladies sont toujours considérées comme incurables, mais quelques-unes d'entre elles commencent à avoir des traitements. Et c'est le cas des amyotrophies spinales, où il y a 2 ans d'ici, il n'y avait pas de traitement, et maintenant ils sont en train de se battre pour voir quel traitement on va donner, parce qu'il y en a au moins 3 ou 4, dont un de thérapie génique. Et donc, ce sont des traitements qui sont fort coûteux, mais qui fonctionnent. Et donc, dans le cadre des enfants, notamment dans le cadre des amyotrophies de type 1, ce sont les enfants qui sont atteints. Et donc, malheureusement, les enfants, jusqu'à présent, mouraient dans les 2 premières années par un manque de force. Et donc, depuis un petit temps, il y a un premier médicament, maintenant un deuxième, et bientôt un troisième qui est arrivé. Mais ce qu'il faut, c'est donner ce médicament le plus tôt possible, même avant, si possible, avant les premiers symptômes. Donc, il faut faire à la naissance ce qu'on appelle un screening. Donc, il y a déjà jusqu'à présent 14 maladies qui étaient recherchées. Et donc, l'idée, c'est que, vous savez, quand il y a une naissance, on prend une petite goutte de sang dans le talon de l'enfant, qu'on met sur un buvard, et à partir de ce buvard, on fait des analyses pour trouver telle ou telle maladie. Et donc maintenant, l'amyotrophie spinale, à partir du 1er mars, sera reprise officiellement dans le screening des maladies. Et donc, ça permettra aux parents, on va leur annoncer, malheureusement, votre enfant est atteint d'amyotrophie spinale. Mais on pourra leur dire dans la foulée, c'est pas grave, il y a un médicament. Et si on donne ce médicament tout de suite, l'enfant ne va pas développer, ou très très peu, la maladie, et en tout cas, il ne va pas décéder. Et donc ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est une des premières maladies neuromusculaires pour lesquelles il y a un traitement à ce point efficace. On espère, grâce à la recherche qui est largement sponsorisée par les associations à travers le monde, que ce soit nous, évidemment, vous connaissez tous le Téléthon français qui, depuis 30 ans, finance la recherche, mais aussi l'association italienne, américaine, australienne, enfin, un peu partout, les associations se mobilisent.
et ont aidé la recherche fondamentale et maintenant la recherche clinique. Et donc, on est fiers d'avoir, pendant 2 ans, pu cofinancer en tout cas le screening en communauté Wallonie-Bruxelles. Ce qui est un peu malheureux, c'est qu'en Flandre, malheureusement, ils ne font pas ce screening. Vous avez probablement entendu l'histoire de la petite Pia, qui malheureusement n'a pas pu être screenée. Et donc, on peut être fier qu'en communauté française, Wallonie-Bruxelles, on fait maintenant le screening des SMA et on n'y est pas pour rien. On n'est pas les seuls, mais on n'y est pas pour rien. Aussi, si je suis trop long, vous m'arrêtez parce que moi, je peux parler pendant 3 jours. Mais donc, au niveau de l'association, on a eu aussi des coups de chance, il faut le dire. Je ne sais plus, il y a une vingtaine d'années, la ministre de la Santé de l'époque avait essuyé une grosse manifestation, je pense organisée par la Mutualité chrétienne, à l'époque, justement sur les maladies chroniques. Et pour calmer le jeu, la ministre avait dit, je vais faire des tables rondes, une sur les phénylcétonuries et l'autre sur la mucoviscidose. Moi, j'entends ça dans ma voiture et je téléphone à ma présidente de l'époque, avec les GSM de l'époque, ce qui n'était pas évident. Et je lui dis, voilà, écoute, j'ai entendu que la ministre va faire des tables rondes. Propose-lui une table ronde sur les maladies neuromusculaires. Ça lui fera 200 pathologies en plus et on verra bien ce que ça donnera. Et donc, effectivement, elle téléphone, elle obtient une table ronde sur les maladies neuromusculaires et 1 ou 2 mois après, je ne me rappelle plus trop, on se retrouve à l'INAMI, table ronde avec tous les médecins qu'on connaissait à l'époque qui étaient déjà bien actifs dans les maladies neuromusculaires. Et à l'époque, on n'avait pas droit à un fauteuil roulant électronique si on ne travaillait pas ou si on n'était pas à l'école de jour. Donc, c'était un peu compliqué. Les respirateurs n'étaient pas pris en charge, etc. On n'avait pas assez de kinés. Enfin, il y avait tout un truc. Et donc, on arrive à l'INAMI, on déballe toutes nos revendications et on leur dit, on voudrait aussi avoir des centres de référence neuromusculaires. Et à l'époque, dans la salle, il y avait le docteur Verreek de l'INAMI qui a bien compris l'utilité et l'avantage d'avoir des centres de référence. Et quelques mois plus tard, on avait 6 centres de référence neuromusculaires en Belgique. Donc, vous voyez, c'est un peu, quelquefois, il faut avoir les oreilles qui traînent et avoir un peu d'audace. Et donc, depuis plus de 20 ans maintenant, on a donc maintenant 7 centres neuromusculaires en Belgique. On a aussi, Dr Verheulen s'en souviendra, le registre belge des maladies neuromusculaires, qui est aussi un outil très important, notamment pour la recherche, parce que les gens qui fréquentent les centres de référence sont dans ce registre, s'ils veulent, évidemment. C'est comme les vaccins, c'est pas obligatoire, mais on a quand même intérêt à y être. Et donc, s'il y a des recherches, il est possible de repérer quelqu'un qui a la Duchenne avec telle ou telle délétion, etc. Et lui proposer alors de faire partie d'essais thérapeutiques. Donc tout ça est super important. Par exemple, on participe aussi à pharma.be pour la réflexion au niveau des médicaments, par exemple. Et comme je vous disais, on travaille avec beaucoup de partenaires. On a beaucoup de projets aussi. On va peut-être pas y passer l'après-midi, mais donc on a toujours des projets en cours, notamment au niveau de la récupération de matériel, justement pour que ce matériel puisse servir à beaucoup de personnes, et notamment aux personnes qui ont plus de 65 ans, parce que, comme vous le savez, sans doute, quelqu'un qui a son handicap qui
qui débute après 65 ans, il n'a pas droit à toutes les interventions des fonds régionaux, en tout cas jusqu'à présent. Et donc, il faut bien trouver des solutions pour, pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent aussi avoir accès à du matériel, parce que c'est quand même du matériel qui permet d'avoir une meilleure autonomie, en tout cas, dans la vie de tous les jours. Voilà, je pense.